Alors bonjour et bienvenue à tous, ici votre animateur Serge. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Et les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse et ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité membre des AA. Et aujourd'hui, c'est une invitée qui va venir nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Permettez-moi de vous présenter Sophie. Bonjour Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors bienvenue. Merci. Alors si tu peux commencer. Merci Serge. Ça faisait longtemps que j'avais donné mon nom pour venir partager. Je suis très, très heureuse d'être ici ce soir, vraiment. Puis, ce qui est bien dans le partage, c'est de constater le cheminement qu'on a fait depuis le début. Puis, moi, en tout cas, à chaque fois que je partage dans un groupe où j'ai la chance de transmettre le message, je le fais. Parce qu'on me dit que c'était important, tu sais. Donc, moi, je suis une femme de 57 ans. Je suis arrivée avec vous à l'aube de mes 50 ans. Donc, ma date d'abstinence, c'est le 30 janvier 2018. Je suis arrivée un petit peu à bout de nerfs. J'étais autant psychologiquement que émotionnellement au bout du rouleau. Je pouvais plus continuer comme ça. Puis c'est arrivé tout à fait par hasard. Je vais vous parler un petit peu d'abord d'où je viens. J'ai eu une vie quand même assez je dirais quand même pas trop pénible. Là. J'ai pas eu des parents, j'ai eu des super bons parents. Un père avec qui je m'entendais pas du tout. Mais probablement qu'on avait les mêmes traits de caractère, c'est pour ça que ça marchait pas. Quand deux égos s'affrontent, il y a toujours ça revole de partout. Donc ça a été pour moi très difficile. C'est un homme qui avait plein de défauts. Et puis mais par contre j'ai vécu une vie extraordinaire avec ma mère qui était que j'ai toujours considérée un peu comme ma chum, mon âme sœur, avec qui je pouvais échanger, partager, on chantait ensemble, on faisait plein de choses. Et puis j'avais aussi un frère avec qui j'ai très peu de contact toute ma vie et j'ai toujours été un peu rejetée par lui. Mon frère a 4 ans, mon aîné. Donc, c'est un peu ça, le nid familial dans lequel je suis venue au monde, que j'ai grandi. Puis, j'ai quitté le foyer familial assez tôt. À l'époque, j'avais 17 ans. Je me suis mis à travailler immédiatement dans une banque parce que j'avais un cours de secrétariat derrière la cravate. Une formation en secrétariat, donc je voulais absolument avoir mon indépendance parce que vivre sous le même toit que mon père, c'était plus possible. Ma mère s'est divorcée de mon père à peu près au même moment, donc c'était une période pour moi de liberté, de grande liberté. Je rentrais dans la phase de la vie adulte, puis dans le milieu du travail, tout ça. Et un jour, j'ai eu l'occasion de travailler dans un cabinet d'avocats. J'ai appris dans ce cabinet d'avocats-là. J'ai grandi professionnellement dans ce milieu-là. Ça fait près de 35 ans que je travaille dans les cabinets d'avocats aujourd'hui.
Et puis, j'ai été en relation pendant 18 ans avec un homme qui était alcoolique en rétablissement, mais qui faisait pas partie des alcooliques anonymes, qui ne, aujourd'hui, j'en suis consciente, n'avait pas le mode de vie qu'offrent les alcooliques anonymes. Puis, j'ai été avec lui pendant 18 ans, puis j'ai été un peu sous sa gouverne. Je faisais tout pour lui plaire. C'était un homme très, très difficile. Donc, encore des marques de laisser la place aux autres puis m'oublier. C'était ça un peu le pattern de ma jeunesse. J'ai également, à l'âge de 13 ans, je fais du retour en arrière, mais j'ai développé un diabète de type 1 à l'âge de 13 ans. Donc, il a fallu que j'apprenne à prendre soin de moi. Puis, il y a des choses que j'ai pas tellement compris dans le processus de prendre soin de soi. Et puis, comme n'importe quelle maladie chronique, il faut apprendre à accepter. Et j'ai jamais vraiment accepté ça. Donc, tant bien que mal, j'ai fait mon bonhomme de chemin là-dedans. Puis, quand je me suis séparée de cette longue relation-là de 18 ans, je suis venue vivre à Montréal parce que moi, je suis une fille de la Rive-Sud de Montréal. Je suis venue vivre à Montréal pour me rapprocher de mon travail. Et puis là, le party a commencé. C'est là que j'ai commencé ma consommation d'alcool. Elle a pris une ampleur comme jamais. Je consommais à tous les jours. Je consommais beaucoup de vin, beaucoup de bière et je consommais de la marijuana également parce que on développe une tolérance à l'alcool. Et moi, pour m'assommer, parce que l'alcool m'éveillait, ben je fumais un petit joint de pot ou deux avant de me coucher le soir. Donc, la dernière année, à mes 49 ans, la dernière année de consommation, je pouvais boire facilement 2 bouteilles de vin par soir. Plus un petit joint pour m'endormir. Puis le matin, je me levais, puis j'allais au travail, puis ça paraissait pas. Ça paraissait pas... dans ma tête, à moi, ça paraissait pas. Mais mon caractère prenait toute la place et la colère qui grondait en moi depuis des années, elle s'assouvissait jamais. Donc, un jour, à mes 49 ans, j'ai accompagné un ami qui essayait d'arrêter de consommer l'alcool parce qu'il y avait un problème autre et on lui avait dit, si tu arrêtes de consommer de l'alcool, tu n'iras pas consommer autre chose. Donc, pour le supporter dans sa démarche, j'ai assisté avec lui à une réunion des alcooliques anonymes. Et ce soir-là, celui qui partageait, il racontait ma vie. Je me suis reconnue instantanément dans son partage. Ça a été pour moi une découverte totale. Je savais que j'avais un problème d'alcool, mais je voyais pas la problématique qui venait avec. Je voyais juste la folie, le délire. Je voyais juste les amis qui m'entouraient. Tout le monde m'aimait beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un qui rassemblait beaucoup de gens autour de moi. Et puis, mais je voyais pas comment est-ce que j'étais malheureuse. Puis justement, mon caractère de chenoute au travail, j'ai failli perdre mon emploi à plusieurs reprises à cause de ça. J'ai été très, très agressive verbalement avec des collègues de travail à plusieurs reprises. J'ai pété des plombs. J'étais vraiment pas du monde, surtout dans la dernière année de consommation. Puis j'étais malheureuse. Puis j'avais tendance à la dépression aussi. Donc, à 49 ans, en sortant de cette réunion-là, j'ai décidé que j'y retournerais la semaine d'après. Et le partage suivant me donnait encore plus envie de passer à l'action. Alors, j'ai choisi une date. Je m'étais donné 1 mois. Je me rappelle, j'allais toujours au même meeting à chaque semaine dans Villeray. Et puis, je m'assoyais dans la salle, puis quand il y avait l'accueil du nouveau, celui qui faisait l'accueil du nouveau, il me regardait dans les yeux, puis il espérait que je me lève, mais je me levais jamais. Puis un soir, je me suis levée, je suis allée prendre mon enveloppe et mon jeton. Et
J'ai été accueillie là comme une sœur qui retrouve sa famille. Ça a été incroyable ce que j'ai ressenti ce soir-là. Puis tout de suite, j'ai créé des liens avec les gens qui étaient là. Puis on m'a dit, faudrait que idéalement que tu t'impliques. Donc j'ai commencé à servir le café, un peu comme tout le monde, là, hein. Et puis j'ai fait occuper tous les postes de ce groupe-là, de ce groupe-là. Puis entre-temps, j'avais développé, parce que je suis quelqu'un de contrôlante, moi, dans la vie, organisée. Je sais pas si c'est une déformation professionnelle de mon métier d'adjointe, mais j'avais mis en place un système pour pas consommer. Donc, à tous les jours, je faisais un meeting et à tous les jours, j'allais courir. Je faisais de la course à pied. Je pouvais pas, j'ai changé toutes mes habitudes aussi chez moi. Je m'assoyais plus aux mêmes endroits. Puis j'avais acheté toute la littérature qu'il faut, mais je la lisais pas. Ça faisait des années que je lisais pas, puis je la laissais traîner sur ma table de cuisine. Puis parfois, le matin, en me levant, je ramassais le 12-12. Je l'ouvrais une page au hasard, puis je lisais. Puis parfois, il y a des choses qui accrochaient. Et puis, c'est là que j'ai découvert qu'il fallait que je me mette à l'œuvre pour apprendre, pour faire les étapes avec quelqu'un. Alors, je me suis mis à la recherche d'une marraine. Et ça a été long, avant de trouver une marraine. Ça a été très long. Et entre-temps, je vivais des choses dans ma vie et puis, c'est ça. J'avais pas les outils qu'il fallait. Donc, on en est rendu maintenant où tu vas te trouver une marraine, peut-être? Oui. Oui. Et en attendant de le savoir, on va faire une pause. Merci. OK. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Alors donc, c'est Serge, votre animateur, en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Sophie. Nous sommes donc de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Les Réflexions de Bill et choisi par notre invitée Sophie. Je vais donc vous faire la lecture du texte qu'elle a choisi. C'est à la page 121 et ça s'appelle « Nous ne combattons plus ». Nous avons cessé de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit, même l'alcool. Cette fois, la raison nous est revenue. Nous réagissons sainement et normalement et nous constatons que cela arrive automatiquement. Notre nouvelle attitude devant l'alcool est vraiment un don de Dieu. Et c'est là le miracle. Nous ne combattons pas, mais nous n'évitons pas non plus la tentation. Nous n'avons même pas eu à jurer de ne plus recommencer. Au contraire, le problème nous a été enlevé. Il n'existe pas pour nous. Nous ne nous sentons ni effrayés, ni suffisants. Voilà ce que nous vivons, et il en est ainsi tant que nous restons spirituellement en forme. Oui. Donc, c'est un texte que tu as choisi et qui te parle, j'imagine. Particulièrement la dernière phrase qui dit « Tant que nous demeurons... » Oui, que nous restons. Que nous restons spirituellement en forme. Au début, moi, la notion de Dieu, j'étais comme... Je comprenais pas c'était quoi. Comme la plupart des membres des alcooliques anonymes qui arrivent dans le mouvement, on associe Dieu à une religion, évidemment, parce que c'est ce qu'on a appris. Mais à partir du moment où j'ai compris que mon Dieu, ça pouvait être ma puissance supérieure, ça pouvait être ma défunte mère ou peu importe qui que ce soit, je me suis accrochée à ça. Puis c'est ça qui m'a sauvée de plusieurs... je côtoyais des membres
qui parlait souvent du fait qui confiait ça. On va confier ça à Dieu. Je vais confier ça à mon père ou je vais confier ça à ma puissance supérieure, à ma PS. Puis je trouvais ça tellement innocent. Parce que je l'avais jamais fait, puis comme je te dis, j'y croyais pas. Donc mais le jour où j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte de ce que ça faisait comme effet. De confier, pour moi, c'est me libérer l'esprit. Parce que souvent, c'est l'ivresse mentale qui domine chez moi. Je suis malade spirituellement. Donc, quand l'ivresse mentale est là, je suis plus connectée à mon cœur. Et puis, ma façon à moi de me reconnecter à mon cœur, c'est de m'abandonner et de confier, peu importe le problème ou l'expérience que je suis en train de vivre, de confier ça à quelque chose de plus grand que moi pour me libérer de ça. Puis ça fonctionne. J'ai vécu depuis j'ai découvert ça après avoir fait mes étapes. J'ai découvert que si je faisais l'inventaire, à partir du moment où j'ai fait l'inventaire dans la 4e étape de qui je suis ou de ce que j'ai vécu, du mal que j'ai fait aux autres, j'ai compris beaucoup plus qui était Sophie, malade spirituellement. Et je suis davantage consciente, quand les choses se produisent, de mes réactions émotionnelles face à ça. Alors, si je confie d'abord à Dieu, si je dis, moi, je confie à ma mère, donc, Marielle, occupe-toi de ça. Je te laisse prendre la charge de ça parce que moi, seule, je suis pas capable. Puis c'est quelque chose qu'on comprend pas non plus quand on arrive dans l'alcoolique anonyme. On s'imagine qu'on est capable de tout gérer par nous-mêmes. Mais c'est faux. Il y a des choses dans lesquelles on est impuissant. Puis il faut toujours ramener la première étape. Se sentir impuissant face à l'alcool. Donc, moi, c'est ça qui m'a allumé. Puis c'est vraiment, ce texte-là est pris à partir de la 10e étape, si je ne m'abuse. Et puis, c'est ce que tu vis. À faire ton inventaire à tous les jours, tu restes groundé, tu restes conscient qu'il faut que tu surveilles ce qui se passe en dedans de toi, émotionnellement. Et puis, trouver des trucs aussi pour calmer ça. Moi, quand je suis trop préoccupée ou quand je me bats, moi j'appelle ça me battre contre la vie, là. Quand je me bats contre un problème, il faut que je fasse de la méditation. Ou il faut que je fasse des lectures. Pour moi, c'est primordial. À tous les jours, il faut que j'aie un contact avec un autre alcoolique pour rester connecté à mon cœur constamment. Chasser l'esprit dérangé. Et puis, ça fonctionne. Moi, pour moi, ça a été ma bouée de sauvetage. Puis, Dieu sait, je savais pas au début que c'était vers ça que je m'en allais. J'étais vraiment vouée une vie misérable. Puis, maintenant, quand que je sens que je vais pas bien, je me pose la question, pourquoi je vais pas bien? Qu'est-ce qui me dérange chez cette personne-là ou dans cette situation-là? Il y a quelque chose qui vient me déranger. Alors, je suis plus apte à mettre le doigt sur la problématique, puis de demander à Dieu de m'accompagner là-dedans, de me faire connaître sa volonté, puis chasser de mon esprit ces pensées-là qui m'envahissent, puis qui font que je fais de l'anxiété, que je deviens exécrable, parce que je suis pas quelqu'un de très patient, moi, dans la vie, donc je dois constamment faire attention à ça. Donc, parce que dans la bienveillance, dans l'aide vers les autres, dans l'amour qu'on a, si on veut être capable d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Puis moi, quand je perds le contrôle, je m'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup la personne que je deviens. Donc, pour moi, c'est primordial de
de transmettre ce message-là qu'il faut d'abord et avant tout être en condition pour pouvoir aider quelqu'un. Donc, c'est ça, pour moi, c'est le chemin que je fais à tous les jours pour me garder spirituellement en forme. Meeting, rencontre avec une filleule, lecture, méditation, yoga depuis 2 ans. J'ai commencé à faire du yoga. Ça me fait bien fou, le yoga. Je me rendais compte que toutes mes articulations, j'avais des douleurs, puis je comprenais pas que c'était la tension qu'il y avait dans mon corps. Quand tu as de la tension dans ton corps, ton esprit peut pas se libérer, là. Donc, le yoga m'aide beaucoup. Donc, voilà. C'est ça que ça me dit, ce texte-là. Et tu avais peut-être un petit texte? Ah oui, une petite prière qui va dans ce sens-là que j'ai lu ce matin. C'est une prière orthodoxe, en fait. C'est, je vais vous dire le nom. C'est Saint Philarète de Moscou. Philarète de Moscou. Alors, lui, c'était un théologien et un auteur influent du 17e siècle qui a, entre autres, traduit la Bible en russe. Il a été canonisé en 1998. Quand même, ça a pris du temps avant qu'il soit canonisé. Alors, ça va comme suit. Seigneur, ça ressemble un petit peu à la prière Saint-François. Ça va un peu dans le même sens. Seigneur, afin que je puisse rencontrer le jour à venir en paix, aide-moi en toutes choses de compter sur ta sainte volonté. À chaque heure de la journée, révèle-moi ta volonté. Bénis mes relations avec tous ceux qui m'entourent. Apprends-moi à traiter tout ce qui vient à moi tout au long de la journée avec la paix de l'âme et avec la ferme conviction que ta volonté gouverne tout. Dans toutes mes actions et mes paroles, guide mes pensées et mes sentiments. Dans les événements imprévus, ne m'oublie pas que tous soient envoyés par toi. Apprends-moi à agir fermement et avec sagesse, sans aigrir et embarrasser les autres. Donne-moi la force de supporter la fatigue du jour à venir avec tout ce qu'il apportera. Dirige ma volonté. Apprends-moi à prier. Priez vous-même en moi. Amen. C'est bien. C'est une belle prière. C'est un ami qui m'a envoyé ça ce matin par courriel. Et puis, je trouvais que il n'y avait pas de hasard qu'il m'envoie ça aujourd'hui. Ça résume bien la page 121 du... Excellent. Donc, c'est une 3e étape. Oui. Confier sa vie et cette prière-là. Exact. Le mentionne très bien. Oui. Oui. Bon. Ça fait longtemps que tu as découvert cette... Ce matin, quand j'ai lu la prière, j'ai dit, mon Dieu, c'est qui ça? Donc, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai trouvé que c'était un auteur quand même important, russe. Ouais. Donc, peu importe la religion, c'est le message qui compte. C'est le message qu'on devrait en retirer. Excellent. Donc, c'est ça. Alors, donc, on revient à ton partage. Oui. Oui, on en était rendu au début des AA. Oui, en fait, je faisais des meetings, j'ai commencé à faire des meetings discussion. Donc, avec un sujet donné, chacun prise de parole. J'ai beaucoup aimé ce genre de partage-là parce que ça me permettait d'entendre diverses expériences, diverses personnes. Et puis, j'ai comme beaucoup évolué à ce niveau-là. J'ai pris conscience du fait qu'il fallait que je grandisse spirituellement à travers ça parce que c'était pour moi un enjeu majeur de pas réagir à ce qui se passait autour de moi. Et c'est grâce aux membres et à ces meetings-là que j'ai été capable de découvrir qu'il fallait que je me trouve une marraine. Ah, on en est rendu là. Parfait. Ben, si tu veux, on va faire une pause et puis après, on va repartir avec la marraine. Parfait. Merci. Bon. Merci. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne.
Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des A1, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les A1, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Ici votre animateur, Serge, en compagnie de notre invitée Sophie. Nous sommes donc de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante, unjouralafois-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un jour à la fois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Alors, si vous le voulez bien, si surtout tu le veux bien, on va poursuivre ton partage. Bien sûr. En fait, pour moi, la prochaine étape a été vraiment difficile parce que d'abord et avant tout, j'étais quelqu'un qui avait très peu confiance aux femmes. Moi, pour moi, la foi, c'est avoir confiance. Hein. Donc, comme j'avais pas la foi, j'avais du mal encore plus avec les femmes qu'avec les hommes. Avec les hommes, c'était facile. J'avais brossé toute ma vie dans les bars avec les hommes. J'étais one of the boys, entre guillemets. Donc, pour moi, ma relation avec les hommes était beaucoup plus facile. Mais les femmes, je trouvais ça compliqué. Je trouvais ça... donc, de me faire des amis de femmes dans j'étais pas tellement à l'aise. Participer à des réunions seulement pour femmes, non plus. Mais on m'avait dit, faut que tu trouves une marraine, faut que tu fasses tes étapes. Donc, je me suis mis à la recherche d'une marraine. Et puis, j'en trouvais pas. À ce moment-là, j'avais 2 ans d'abstinence. Et là, je commençais à être impatiente. Parce que là, je savais que je trouverais des réponses dans le gros livre en faisant mes étapes avec quelqu'un. Puis j'avais besoin de ces réponses-là pour pouvoir mieux agir dans ma vie face aux difficultés de la vie. Tu sais? Et puis, donc, j'ai eu une marraine avec qui on a passé 1 mois et demi sur la première étape. Puis après 6 semaines, j'ai dit que ça allait pas assez vite. Que moi, si j'avais 49 ans, 50 ans, je pense, à cette époque-là, c'est maintenant qu'il faut que j'ai des réponses. C'est pas dans 6 mois, là. C'est pas dans 1 an, là. Donc, je veux les faire, mes 12 étapes, puis je veux les mettre en pratique le plus rapidement possible. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Elle m'a dit non. Elle pouvait pas. C'était pas de cette façon-là qu'elle les faisait. Et j'ai respecté ça, mais moi, ça me convenait pas. Puis ça, c'est bien important. Quand tu es avec quelqu'un dans le mouvement, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, c'est OK de le dire. Donc, j'ai passé 3 personnes, plus un parrain gay, et je trouvais pas le bonheur là-dedans. Je trouvais pas ça allait pas assez vite. Donc, un soir, j'arrive dans ma réunion de discussion et puis je prends parole, Mané. Puis là, exaspérée, je dis là, c'est maintenant que j'ai besoin de faire mes étapes. C'est pas dans 6 mois. Je le dis à voix haute devant tout le monde. Et puis, je suis tannée d'être pognée dans mes émotions, de pas savoir comment dealer avec ces émotions-là, de pas savoir comment dealer avec les émotions des autres. J'ai besoin d'une marraine et ça presse. Et à la fin de cette réunion-là, il y a 2 femmes qui sont venues vers moi. Puis ils m'ont dit, tu veux faire tes étapes? On va les faire avec toi. À tour de rôle, il y en a une qui venait chez moi. La semaine d'après, c'était l'autre. On a fait nos étapes en quelques semaines, les 12 étapes. Puis une de ces 2 femmes-là organisait un intensif d'étapes au cours de l'été. Et ils m'ont proposé de participer à cet intensif d'étapes-là. Et j'ai refait le processus
avec surlignage des points importants, identification des prières, identification des étapes, identification des promesses. Tout était indiqué pour pouvoir transmettre le message. Parce que on dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu as cette information-là et que tu la partages pas, ça donne rien. Tu peux pas... moi, depuis, j'ai fait les étapes avec plusieurs filleuls et je continue à le faire. Parce qu'à chaque fois, il y a des passages que je comprends totalement différemment. Parce que j'évolue en tant qu'être humain. J'évolue en tant qu'alcoolique. J'évolue là-dedans et puis j'ai besoin de continuer à parler de ça. Puis à travers les échanges que j'ai avec une filleule, j'apprends sur moi-même. C'est vraiment une école incroyable de pouvoir transmettre le message. Puis trop souvent, on voit ça dans A, trop souvent les gens, une fois qu'ils ont fait leurs étapes, ils disent « Ah, moi, quand j'ai fait ma 4, ma 5, il y a 12 ans, ils pensent que faire les étapes, tu fais ça une fois, puis c'est tout, tu ranges ça dans le tiroir, puis tu passes à autre chose. Non, 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 tu les intègres dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Et puis, c'est ça qui me garde aussi spirituellement en forme, de pouvoir transmettre le message. Il y a une membre que j'ai rencontrée à un moment donné qui m'a dit, moi, Sophie, quand quelqu'un vient me voir pour faire les étapes, je lui dis oui, avec plaisir, à une seule condition. C'est rare qu'on émet des conditions mais moi, la condition, c'est qu'à son tour, il faut qu'elle transmette à quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que c'est le but. Le but premier, c'est d'arrêter de boire, oui, mais le but premier, c'est d'aider les autres à devenir sobres. Donc, suite à ça, c'est là que j'ai rencontré vraiment ma marraine. C'est là que j'ai commencé à évoluer. En fait, j'ai pas rencontré de marraine, j'ai rencontré un parrain à travers les services. Il a d'abord été mon parrain de service. Et puis, à travers le service, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on parlait autant de rétablissement qu'on pouvait parler de service, là. Donc, pour moi, il est devenu mon parrain. Un homme de mon âge, qui est malheureusement décédé récemment, mais d'ailleurs, il a déjà partagé un jour à la fois il y a quelques années. Et puis, cet homme-là, il m'a fait grandir... en sobriété émotive comme ça se peut pas. Il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit, Sophie, ce que les gens font, c'est pas contre toi, mais c'est pour eux. Parce que moi, j'étais bien affectée ce que les gens, la réaction émotive des gens autour de moi. Tu sais. Puis je réalisais pas que j'étais pas concernée par ça. Puis le jour où j'ai pris conscience de ça, ça a changé beaucoup, beaucoup ma perception. Et j'ai appris à pas réagir face à ces situations-là, à rester calme, à faire un pas de recul, dire « OK, respire, Sophie, puis envoie-lui de l'amour. » Ça aussi, ça me tapait ses nerfs quand on me disait ça. « Envoie-lui de l'amour, envoie-lui de l'amour. » Je comprenais pas c'était quoi, mais envoyer de l'amour, c'est « reprends sur toi ». C'est prends soin de tes émotions, là. Parce que là, tu perds le contrôle, là. Donc, confie. C'est tout le temps. C'est les outils dont on dispose pour pouvoir vivre heureux et joyeux et libre. Hein? C'est des outils simples qu'on peut utiliser à tous les jours. Puis, ça fait juste du bien autour de soi. Donc, j'ai cheminé avec ce parrain-là pendant 2 ans et demi, et puis jusqu'à temps qu'il décède d'un cancer. Puis même cette période-là de souffrance que lui a vécue, j'ai été capable de respecter la personne que je suis, puis de l'aimer comme je l'ai toujours aimé, cet homme-là.
Avant, j'aurais fait oh ben là, c'est trop difficile, puis de la merde qui s'arrange, puis il a pas le droit de nous imposer qui il est, puis non, je l'ai aimé jusqu'à la fin. Je l'ai aimé jusqu'à la fin. Quand c'était trop difficile pour moi, je me retirais un peu, puis je revenais, puis c'est lui qui m'a appris ça. C'est un bel héritage qui m'a transmis. J'ai vécu, il y a quelques années, une période de... Pendant la pandémie, j'ai eu un problème physique. Je suis tombée dans le gros méchant mot de la ménopause, j'ai été parachutée dans une ménopause violente et sanglante. C'était terrible. Du jour au lendemain, je suis devenue un monstre. J'ai perdu toute ma sérénité, j'ai tout perdu, ma joie de vivre, j'ai tout perdu du jour au lendemain, puis je comprenais pas pourquoi. Mais ce que j'ai appris à travers ça, c'est qu'il fallait que je sois dans l'action. Donc, quand t'arrives à une situation comme ça, faut pas que tu restes plié dans ton fauteuil avec ta petite couverte puis attendre que la souffrance parte. Elle partira pas tout seul. Il faut que tu sois dans l'action. Donc, j'ai communiqué avec mon médecin qui m'a référé à une psychiatre. J'ai passé des prises de sang. On a réalisé que, j'avais un problème de thyroïdie, d'hypothyroïdie. Et que j'avais un taux d'hormones complètement débalancé à cause de la ménopause. Donc, on m'a proposé de m'aider. Puis bref, j'ai été pris en main et j'ai été capable de retrouver ma sérénité suite à ça. Donc, j'ai pas hésité à partir du moment où j'ai senti un malaise, un lendemain de brosse que j'appelle, parce que moi, je trouve que c'est très semblable à un lendemain de brosse. J'ai passé à l'action. Je suis allée voir un psychologue. Je l'ai eu à quelques reprises. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs. J'ai fait ce qu'il fallait pour retrouver ma paix. C'est ce qui est le plus important, retrouver sa paix. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Donc, tu as passé à l'action. On va prendre une pause. Puis après, on va reprendre l'action. Parfait. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Alors ici Serge, votre animateur en compagnie de notre invitée Sophie. Nous sommes donc de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors si vous recherchez une réunion des Alcooliques Anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone, c'est au 1-866 ligne AA ou si vous préférez le 1-866-544-6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires des réunions en présentiel et en ligne où que vous soyez dans le monde. Maintenant, si vous le voulez bien, on va poursuivre le partage avec Sophie. Alors, oui, c'est ça. Ça fait partie des expériences de la vie de tous les jours. Il y a personne à l'abri de ça, puis c'est pas parce que j'ai pas consommé depuis 5 ans, 6 ans, whatever, que je serai pas confrontée à d'autres expériences du genre. Mais maintenant, j'ai mon coffre à outils, puis c'est fabuleux. Et un autre outil vraiment important dans mon rétablissement, c'est le service. J'ai occupé plusieurs postes dans les groupes et puis jusqu'à temps que je découvre le poste de RSG, le représentant aux services généraux de mon groupe d'attache. Puis j'ai
tellement aimé ça. Puis d'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai rencontré mon parrain qui était le RDR, le représentant du district de la région, le district 2 de la région. Et puis, d'assister à ces réunions-là de district, j'ai découvert la grandeur des services que les groupes ont accès. Puis que c'est d'autres outils pour nous rétablir. C'est à travers ces services-là, on peut mettre en pratique nos étapes, on peut mettre en pratique les principes, les traditions, puis même des concepts. On a 36 principes spirituels qui sont les étapes, les traditions et les concepts. Puis ça nous aide à communiquer avec un autre être humain, à faire la paix avec les êtres humains en général. Et puis, on peut choisir parmi tous les services qui sont offerts au groupe, on peut choisir quelque chose qui nous intéresse, dans lequel on trouve du plaisir à servir. Donc, moi, j'ai adoré mon rôle de RSG qui sert de courroie de transmission entre la région et le groupe. Et puis, ça m'a titillé à un point tel qu'à un moment donné, j'ai eu la possibilité de prendre le poste de RDR adjoint de mon district. J'ai accepté. Et là, je suis dans ma 2e année comme RDR du district 2. Et j'éprouve un plaisir incroyable à renseigner nos RSG, à les guider à travers les problématiques qu'ils peuvent avoir dans leurs réunions. Je trouve que c'est aussi valorisant de faire ça que d'aider un alcoolique au téléphone ou à travers les publications ou n'importe quel autre service que la région offre. Le but de ça, c'est d'offrir une réunion à l'alcoolique qui souffre, puis de maintenir la sobriété de ces alcooliques-là. Pour pouvoir faire des meetings à tous les jours. Si un meeting meurt parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions ou parce qu'on agit avec notre ego ou parce qu'on n'a pas utilisé les principes spirituels, on ne sert pas à la cause. Donc, moi, mon rôle, c'est d'aller visiter et découvrir les magnifiques groupes que nous avons au District 2. Je suis emballée à chaque fois de découvrir ces groupes-là qui fonctionnent tous différents, et puis de pouvoir aider ces gens-là s'ils en ont besoin. Jamais je vais arriver avec mes gros sabots puis dire ben là, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Non. Je les laisse venir à moi, je leur donne de l'information, puis s'ils ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler, ils peuvent me contacter. Donc, c'est vraiment un rôle incroyable, puis c'est vraiment ça qui m'intéresse. À la fin de mon prochain mandat, c'est-à-dire à la fin du mandat présent, j'ai l'intention de m'impliquer avec les centres de détention. J'ai beaucoup apprécié les fois où je suis allée partager dans les centres de détention à Bordeaux. Et puis, je pense que ces hommes-là, ils ont besoin d'aide. Beaucoup se retrouvent là à cause de la consommation d'alcool. Puis il y a comme une espèce de roue qui tourne qui fait que, bon, ils sortent, ils rentrent à cause de l'alcool, etc. Alors que il y a moyen de pouvoir les aider à accrocher au programme des alcooliques anonymes, à accrocher, à pas vouloir, à pas rester chez eux, à vouloir se rétablir seuls. C'est quelque chose que les alcooliques font souvent, de rester par eux-mêmes, d'essayer par eux-mêmes, puis à chaque fois, c'est une catastrophe. Tu peux pas faire ce programme-là seul. Il faut que, on le dit souvent dans les réunions, le nous est méga important. C'est grâce à ça que je me suis sortie à quelques reprises à des situations. Moi, quand je suis confrontée à une difficulté où j'arrive pas à trouver la solution, j'ai toujours ce réflexe-là de vouloir trouver une solution. Hein? Quand je trouve pas la solution, il faut que j'augmente mes meetings. Là, je fais plus de meetings, je vais voir d'autres membres. Puis là, je leur parle de ce que je vis. Puis la plupart du temps, ou presque à chaque fois, il y a un membre
Il y a Dieu qui se manifeste à travers les êtres humains, qui me sort la réponse dont j'ai besoin. Souvent, c'est des choses tellement simples que jamais j'aurais pu imaginer par moi-même. Mais quand ça vient comme ça me soulage instantanément. Je me rappelle à un moment donné, durant une période où mon parrain était très malade, puis je souffrais énormément. Je me sentais comme en lendemain de brosse. Je me sentais comme... J'étais pas bien, là, mais vraiment pas bien. Et puis, je suis allée faire un meeting ce soir-là. J'ai parlé à 4 personnes. La 4e me dit, « Sophie, ce que tu dis à ton parrain, applique-le à toi. » Puis, j'ai comme réalisé, wow! Tu sais, souvent, c'est des phrases comme ça où on m'a déjà dit aussi, comme ça, toi, après 6 ans d'abstinence, tu gères bien ça, le sursis quotidien, hein? Parce que je me mettais beaucoup de pression à faire en sorte que mon orgueil prenne pas toute la place, mon ego prenne pas toute la place, puis qu'à chaque fois j'avais l'impression d'avoir fait une défaite, puis là je m'auto-flagellais. Puis là, quand il me dit ça, comme ça, toi, tu gères bien ça, le sursis quotidien, ça m'a fait réaliser, wow, fille, prends soin de toi, là. Arrête de t'auto-flageller, ça donne rien. Et pour aujourd'hui, hier, t'as pas réussi. Aujourd'hui, c'est une autre journée. Donc, un jour à la fois. Tout à fait. Donc, c'est pas mal ça, mon partage. Mm-hmm. Qu'est-ce qui ressortirait le plus de toutes ces années-là? Je crois... À part la gratitude. Je n'ai que ça, de la gratitude, mais ce qui ressort le plus, c'est de ressentir à 57 ans le bonheur de vivre. Pour la première fois de ma vie, j'arrive à un stade de ma vie où j'ai un plaisir à vivre ma vie. Où je suis pas focusée sur ce qui me manque. Je suis pas focusée sur ce que je veux avoir. Je suis juste bien présentement et puis j'ai envie de partager ça avec des gens. Donc, pour moi, c'était une transformation vraiment là, tu sais, de partir de la fille névrosée qui pétait des plombs puis qui était cinglante dans ses propos à la personne joyeuse, calme et posée que je suis devenue. Pas tout le temps calme, là, hein, on se comptera pas de joke, là. Mais, je suis quand même pas pire, franchement, là, parfois, je m'étonne beaucoup de mes réactions émotionnelles, puis je suis vraiment remplie de gratitude par rapport à ça. C'est ce qui ressort de mon rétablissement. Je pense que ma puissance supérieure, elle m'a envoyé un beau cadeau. Ouais, ma Marielle, elle veille bien gros sur moi, là. Elle m'a envoyé un beau cadeau pour apprendre à passer le reste de ma vie beaucoup plus sereinement. Et puis, j'essaie de le partager. Il faut continuer à partager ça. Puis, je vous félicite pour cette émission-là. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Ouais. Vraiment, là. Il y a beaucoup de gens à qui je parle qui écoutent vos podcasts et d'ailleurs, j'ai une filleule qui a été très, très, très assidue à tous vos podcasts dans ses premiers mois de l'abstinence. Puis, bref, elle va bien aujourd'hui. Elle va bien. Je pense que vous donnez la possibilité, l'espoir que quelqu'un peut s'en sortir. Mm-hmm. Puis, c'est important, ça. Quand on est dans le fond du trou, on pense pas qu'on a des possibilités de pouvoir s'en sortir. Non. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, de ta présence. Merci à toi, Serge. Oui, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis, on va terminer l'émission en disant la déclaration de la responsabilité. Donc, je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des rares soit toujours là
Et de cela, je suis responsable. Alors, merci beaucoup à tous les participants de cette émission, notre invitée Sophie, les auditeurs et toute notre équipe. C'était votre animateur Serge qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt. Merci beaucoup.